Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel entretien de la revue En attendant Nado, qui, je le rappelle, est une revue de la littérature, des idées et des arts en ligne que vous pouvez trouver à l'adresse qui va s'afficher en bas de votre écran. Et pour ce deuxième entretien, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Néhémie Pierre Dahomet. Bonjour. Bonjour Pierre. Qui a sorti au mois de janvier ce premier roman qui s'appelle Rapatrié aux éditions du Seuil. On avait reçu pour le premier entretien en partenariat de notre revue En attendant Nado et Mediapart l'écrivaine Choumona Sina pour son livre qui s'appelait Apatride aux éditions de l'Olivier. Je ne sais pas si vous... Oui, je suis au courant de cette sortie, oui, je ne l'ai pas encore lu. Et c'est intéressant de vous mettre un peu en regard, rien que sur cet emploi d'un terme assez fort en titre, apatride et rapatrié. Avant d'en parler, j'aimerais bien vous demander de parler de ce premier roman. Il s'agit de quoi? C'est compliqué, je sais, mais... Eh bien, comme vous le dites, hein, il s'agit de mon premier roman. Alors, ce n'est pas né d'un projet d'écriture, c'est surtout né d'une envie de raconter à partir d'un certain nombre de choses lues, certes, mais à partir de la présence tangible d'un personnage féminin, Bélikeuse Luissin. J'ai commencé le roman avec Béli et j'ai suivi sa vie, on va dire, ses péripéties, son périple pendant 25 ans. Ça a donné Rapatrié, qui est le nom, entre autres, d'un quartier où habite Béli, un quartier dans les périphéries de Port-au-Prince. En Haïti. En Haïti. Donc, Rapatrié raconte comment elle en est venue à arriver dans ce quartier, ce qu'elle y a vécu et ce qu'elle a fait, notamment l'adoption de ses deux filles, Bélial et Luciole, qu'à un certain moment, elle va essayer de récupérer. Donc, tout cela fait partie de Rapatrié et ramène l'idée, enfin, comment dire, le récit. On parle toujours, dans la situation des migrations dans le monde entier, on parle toujours de ceux qui partent, et donc des expatriés ou des exilés. Vous mettez en avant des gens qui sont restés à un endroit et qui survivent. C'est vrai que ce phénomène est un peu moins mis en lumière d'un point de vue journalistique, on va dire. Les personnes qui, en tentant d'aller ailleurs, dans ce qu'ils considèrent comme étant un exil, hein, pour plusieurs raisons, qui n'y arrivent pas. On les met beaucoup moins en lumière pour une raison très simple, que ce qui s'apprend de l'autre côté de la barrière, c'est la situation des gens qui arrivent. Par exemple, ici, on parle beaucoup des migrants, on parle beaucoup des immigrés, etc. Mais croyez bien que dans les pays comme Haïti, en tout cas à Port-au-Prince, les boat people qui sont refoulés existent. Et c'est quelque chose de social, comme ça peut l'être ici, la migration ou l'immigration. Vous voyez, c'est un phénomène qui peut être parlé, peut être dévoilé, aussi bien en journalisme qu'en littérature. Donc c'est vrai que de ce côté-ci, on va dire, de la barrière migratoire, on voit surtout les migrants, mais il y a aussi les rapatriés, c'est-à-dire ceux qui sont refoulés ou ceux qui n'arrivent tout simplement pas à atteindre leur objectif de voyage. Au cours de la lecture, je me suis moi-même demandé, parce que je ne connais pas Port-au-Prince, je ne connais pas Haïti, si ce n'est par les livres, si ce quartier rapatrié existait. Au cours de l'écriture, Ou je me bien le suis c'était un... demandé aussi. Je me le suis demandé, mais j'ai eu la réponse assez récemment, en fait. D'accord. Pas mal de temps après la publication, un mois même après la publication du roman. J'ai revérifié si ce souvenir que j'ai eu en écrivant ce roman ici correspond à quelque chose de tangible. Alors, il y a un quartier qui s'appelle, je crois, Zone 6 des rapatriés, pas tout simplement rapatriés, donc, et qui est censé effectivement abriter pour une large part d'anciens boat people. Qui continue d'essayer de quitter Haïti. C'est Ou moins bien c'est un récurrent, ce phénomène phénomène. ancien. Oui. Je ne vais pas dire que c'est ancien, mais en tout cas, le voyage en question dont il s'agit dans le roman se passe autour des années 87, voilà. Et c'était une période où ce genre de voyage était beaucoup plus récurrent, de 87 jusqu'à 97, on va dire tout avant le 21e siècle. Hein. Alors, encore une fois, ce n'est pas que cela ne se fait plus. C'est tout simplement que c'est moins récurrent. À une certaine époque, dont parle le roman, c'était récurrent dans toute la Caraïbe. Beaucoup de Cubains, de Jamaïcains, de Dominicains prenaient un petit voilier pour partir aux États-Unis, beaucoup de Bahaméens. Et entre la Caraïbe aussi, c'est-à-dire d'île en île, plusieurs
personnes, notamment des Haïtiens, partaient pour aller rejoindre des îles qui paraissaient mieux appropriées à la vie aisée, on va dire. Justement, moi personnellement, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il ne fait pas de ces personnages qui ont tenté de partir des personnes qui sont seulement ça. C'est pas seulement de potentiels réfugiés. Ils ont des rêves, ils ont des passions amoureuses. Absolument. Dans le cas précis, par exemple, du roman, de ce roman, Rapatrié, Belliqueuse Lucin, qui est partie, qui a laissé Haïti, ne l'a pas du tout fait pour des raisons économiques. Elle est partie suite à un différend avec son homme, Sobner Saint-Just. Et après leur deuxième enfant, ça ne se passait pas bien entre eux et elle décide de suivre sa tante Sylvia, elle décide de laisser Port-au-Prince. Donc elle n'est pas du tout partie pour des raisons économiques. Et ce n'est pas que tous les personnages partent pour des raisons amoureuses, ce serait trop beau de le dire. C'est surtout que je ne sentais pas le désir, je ne ressentais pas le désir journalistique d'étudier le phénomène socio-économique qu'il y avait là. Je sentais surtout un désir romanesque de suivre la vie d'un personnage particulier, à savoir Belliqueuse Lucin, qui est parti pour des raisons de différents amoureux. Vous dites suivre une trame romanesque, c'est même une trame épique, c'est vraiment une aventure. C'est vraiment une aventure, et c'est pour cela que... Alors, quelqu'un m'a fait un commentaire qui m'a bien flatté, qui m'a dit « c'est comme si vous aviez écrit 25 ans de solitude de ce personnage ». Ça m'a très flatté, vu mon admiration, par ailleurs, pour Gabriel Garcia Marquez et 100 ans de solitude. On y sent une certaine influence, oui, c'est vrai. En tout cas, c'est quand même le romancier qui m'a donné cette envie folle de raconter, vous voyez. Donc ça m'a vraiment marqué de considérer que c'est non seulement une péripétie, mais une péripétie, une tragédie, tout ce que vous voulez, mais une sorte d'épopée de 25 ans de ce personnage. Pas que de ce personnage d'ailleurs, aussi bien Belliqueuse Lucin que ses filles, Bélial, qui trouve une place très forte. C'est quand même un enfant... Une enfant en l'occurrence qui s'est baptisée elle-même, qui s'est trouvé ce nom qui est le nom du diable, Bélial, et qui a baptisé sa petite sœur par le nom de moustique, Luciole. Ouais. Donc c'est quand même le destin d'un certain nombre de personnages qui se suivent et qui ne se font pas avaler par le personnage précédent, même s'il ne faut pas perdre bien sûr le premier personnage à savoir qui était Béli. Il y a aussi un personnage qui apparaît, alors moins centralement, mais quand même, qui est une jeune Française dont j'ai perdu Pauline Lagarde. Voilà, Pauline Lagarde, qui vient en Haïti, qui découvre Haïti parce qu'elle y travaille dans une ONG. Et c'est assez intéressant parce que je trouve dans le regard un peu plus ordinaire sur un pays comme Haïti, on pense qu'il y a d'un côté les Haïtiens et de l'autre le monde occidental, alors que non, c'est un point de rencontre, de mélange peut-être. Pourquoi vous avez voulu faire intervenir ce personnage-là dans la trame qui concerne Bélial et ses filles? Alors, pour autant que Béli fait adopter ses deux enfants, il faut bien des parents adoptants. Donc la raison est très simple. Pauline Lagarde, c'est la personne qui va essayer d'adopter les enfants de Belliqueuse Lucin, en tout cas une des enfants de Belliqueuse Lucin, puisqu'elle ne pouvait pas en prendre les deux. Et parce que l'autre va partir au Canada. Oui. Et Pauline Lagarde, c'est cette coopérante qui travaille pour une grosse ONG à Port-au-Prince depuis des années, qui n'est plus toute jeune. Et qui, oui, c'est vrai. Oui. Et qui, une fois à Port-au-Prince, se rend compte que l'aide qu'elle essaie d'organiser avec toute sa générosité personnelle n'arrive pas à aboutir, n'arrive pas à atterrir, en tout cas, ne rencontre pas un large public comme elle l'aurait souhaité. Et pour pallier à cela, parce qu'elle se prend la tête avec ses collègues, etc., elle décide de faire un don direct au pays, qui serait l'adoption d'un enfant. Ce qui pose quand même le problème assez ambigu de l'adoption humanitaire, c'est-à-dire l'adoption qu'on fait pour aider, qui pose un problème d'abord pour les circonstances. Il y a quand même une maman vivante qui donne ses enfants à une autre maman en fonction de si elle est capable de s'en occuper ou pas, mais qui peut aussi poser un problème pour l'enfant lui-même. C'est-à-dire à un certain moment, on aime sa mère, mais on est aussi reconnaissant à sa mère. C'est-à-dire ce double problème de l'adoption humanitaire
a été endossé donc, par le personnage de Pauline Lagarde qui ramène en France la petite Béliale, en région de Bourgogne précisément, et qui va vivre une rééducation avec la petite, etc. Donc, le personnage répond à une nécessité non seulement propre au récit, parce qu'il faut des parents adoptants, mais aussi répond à une nécessité, j'ai envie de dire, historique. On est vraiment dans un contexte où les pays comme Haïti sont perçus comme des pays où il faut aider par le biais d'ONG, etc., ce qui n'est pas toujours le meilleur paradigme, hein, probablement. En tout cas, Pauline elle-même, en tant que coopérante d'ONG, affronte les limites de ce paradigme, de ces outils proposés pour aider, de ces outils de la coopération nord-sud, j'ai envie de dire. Ce récit très fort, cette épopée, moi dans mon article sur En attendant Nado, j'ai parlé d'une épopée des échoués, parce que je trouve que ce roman très très puissant ne les place pas dans une perspective, c'est ce que je disais tout à l'heure, de victimaire ou de voir Haïti comme justement le pays qu'on doit aider, mais au contraire un pays de force, d'humour, de joie, voilà, quelque chose de très très fort. Et donc ce récit-là, il est servi par une écriture qui n'est pas sans lien, il me semble, avec une forme plus religieuse, ou en tout cas pas seulement de l'ordre du roman. Il y a quelque chose de déclamatoire, qui peut-être que vous pouvez nous en parler. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ces deux éléments dans l'écriture. D'abord l'humour que vous soulignez, mais sans ordre, hein, c'est-à-dire sans que l'humour soit avant, mais vous avez bien fait de souligner l'humour. Oui, c'est un roman très drôle aussi. Oui. Mais il y a aussi, effectivement, cet aspect, on va dire, très psalmodiant, très rythmique. Hein, en écrivant Rapatrié, surtout en corrigeant, hein, en reprenant le texte, je me suis vraiment senti comme quelqu'un qui fait une composition à un certain moment presque musicale. Oui, c'est-à-dire le rythme de la phrase m'intéresse beaucoup, la sonorité des mots, etc. Sans aller dans l'enjoliment, sans aller dans la magie de la belle phrase, j'ai dû en éliminer d'ailleurs pour tenir bien le récit, je pense quand même que le narratif peut toucher à la poésie, c'est-à-dire sans considérer que les phrases seraient des vers ou une sorte de fioriture pour faire beau, je pense que le narratif, dans ce qu'il porte, comme rebondissement, comme force psychologique d'un personnage ou d'une situation, comme puissance de description et d'évocation, peut toucher à quelque chose, peut toucher à sa propre poésie, peut toucher à sa quintessence qui nous révèle, qui nous met l'âme en émoi. Alors, et pour toucher à cela, il y a non seulement les outils de la langue, l'humour dont je viens de vous parler, mais il y a aussi tout simplement une sorte de vérité, une sorte de sincérité, qui est celle que vous essayez de dire, à savoir que les situations ne sont pas noires ou blanches. On ne peut pas décrire une France de la misère ou que de la misère. Certes, en France, on voit beaucoup de difficultés, etc. Mais décrire une France de la misère ou de l'opulence, ce serait passer à côté de quelque chose de plus vrai dans l'écriture. Et c'est cette vérité-là qui a dirigé l'écriture de ce roman et qui a été un ingrédient, sinon une force plutôt fondamentale pour mener cette verbe psalmodiante, cette verbe avec verve, on va dire. Mais qui est une verve quand même très sacrée, quoi. Il y a quelque chose qui Oui, tente d'atteindre, vrai. je trouve. Enfin, c'est vrai, et là vous dénoncez mes influences. non, je ne les dénonce pas. Vous savez, mon père était pasteur et petit, on écoutait beaucoup lire la Bible, tout ce qui est les textes qui reviennent de manière psalmodiante, etc. Par exemple, il y a des passages, quand le personnage devient très très chrétien, il y a des passages que je cite dans le roman. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas ouvert une Bible pour les écrire, hein. Je les connais par cœur, hein, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a cette influence des psaumes de David, cette influence des cantiques du roi Salomon que j'ai eu petit, mais que j'ai pu reconnaître seulement dans la poésie aimée par ailleurs. C'est-à-dire, par ailleurs, j'aime des poètes comme René Philoctète, par ailleurs,
J'aime des poètes, je suis très mal armé, hein, quoi, tout ce qui est des grandes phrases avec verve et qui psalmodie. Par ailleurs, je me rends compte que cette influence-là est peut-être née de ce côté très religieux des phrases qui reviennent. Une prière en général est très belle, hein. Je me demande même si les gens ne prient pas parce que c'est beau. Est-ce que les gens prient pour atteindre des objectifs? Je me le demande. Justement, vous avez parlé de René Philoctète, qui est un écrivain haïtien, vous avez parlé de Gabriel Garcia Marquez. Euh, En attendant Nado va publier dans son prochain numéro un article que vous avez écrit sur Jacques-Stéphane Alexis, dont on a retrouvé un roman inédit qui s'appelle L'étoile absinthe et qui paraît ces semaines-ci chez Zulma. Dans quel paysage littéraire vous pensez vous situer? Est-ce que vous sentez que vous êtes jeune, je ne sais plus quel âge vous avez, mais vous êtes jeune. Un peu plus vieux que vous, en l'occurrence. Est-ce que vous sentez que vous vous situez dans le prolongement d'une histoire littéraire haïtienne extrêmement forte? Oui, haïtienne Ou et de caribéenne, l'Amérique latine en ou général. latine? Est-ce que c'est que de l'Amérique latine? Je pense hériter beaucoup d'une histoire littéraire latine, tout simplement, plus largement. Parce que mes écrivains préférés, pour la plupart, bon, comme vous l'aviez dit, hein, Gabriel Garcia Marquez, donc, qui écrit en espagnol colombien, Jacques-Stéphane Alexis, évidemment, haïtien, et puis, bon, un latin, entre guillemets, qui n'est même pas du tout caribéen ni de l'Amérique latine, c'est Saramago qui vient du Portugal, vous voyez. C'est vrai qu'il y a cette verve, cette magie de l'écriture latine quand elle est baroque, dont je me sens en ligne droite. En tout cas, je revendique cette influence-là, enfin j'espère. Et ceci dit, cela ne m'empêche pas d'aimer quelques auteurs d'ailleurs, hein. Cela ne m'empêche pas du tout d'aimer Stefan Zweig, de qui je parle beaucoup. Cela ne m'empêche pas d'avoir aimé quelques classiques russes, hein. Et même en France, d'avoir beaucoup d'amour pour Jean Giono ou, Ah ouais. référence qui surprend toujours, André Gide. Alors, C'est-à-dire, pourquoi André Gide et Jean Giono? C'est vrai qu'on ressent. Jean Giono, la raison me paraît évidente, c'est-à-dire il y a cette poésie profonde du récit, hein, sans chercher à faire des belles phrases. Il y a dans n'importe quel livre de la trilogie de Pan, dans Que ma joie demeure ou dans Un de Beaumugne, mon texte de Jean Giono préféré, ces situations dont on qualifie souvent de situations merveilleuses. Vous savez, quand les paysans se parlent là avec la voix comme s'il s'agit de sons d'harmonica et les harmonicas qui sont restés dans la gorge tellement la voix est belle. Ces situations-là, pour moi, ne sont pas dit comme ça paraît oui, mais personne n'a une voix strictement d'harmonica, etc. Non, 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 il faut lire la description pour se rendre compte qu'il n'y avait pas d'autre manière de dire la chose et que ça touche vraiment à une vérité. Donc, pour cette raison et pour toute cette raison, qu'on pourrait en parler très longuement, Jean Giono. Mais on parlera peut-être une autre fois d'André Gide. Bon, profitez-en. Hein. J'aime le Gide de l'immoraliste parce que on a l'impression, même si on a lu le roman 2, 3, 4 fois, qu'il reste quelque chose. Cette sensation de reste, que beaucoup interprètent juste comme, bon, c'est une situation d'homosexualité. D'ailleurs, qu'on trouve curieusement chez Bernard-Marie Coltès aussi, notamment dans La solitude d'un champ de coton. Les gens disent, bon, c'est parce que c'est une histoire de moralisation de l'homosexualité, etc. Non, je pense qu'il faut aller plus loin. Oui. Je pense qu'il faut lire Gide comme si c'était un de ces auteurs chez qui il se passe quelque chose de l'ordre de la transe. Vraiment, quelque chose où il y a toujours un reste. On peut toujours expliquer le mécanisme néopsychiatrique de la transe, mais il y a toujours un reste qu'on n'arrive pas à toucher. Et André Gide, dans n'importe quel texte, nous donne accès à ce truc qui fait, on peut lire le texte, on peut le relire, on peut comprendre le mécanisme, on peut bien voir de quoi il s'agit. On voit bien que le personnage de l'immoraliste a une tentation pour un très jeune enfant. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la pudeur extrême qui fait qu'on ne peut pas épuiser le texte. Et ça, j'aime beaucoup. J'espère qu'en lisant un texte de moi, les gens puissent se dire, je pourrais le relire, que je découvrirai encore des choses. Vous voyez? Je pense que c'est possible. Il y a un moment très fort dans le dernier tiers du roman, qui est le moment où vous intégrez à la trame narrative le tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti.
Est-ce que ça appartenait à l'itinéraire, entre guillemets, évident des personnages qui vivent dans une période où le tremblement de terre est intervenu, ou bien ça se rapporte plus à un ordre de l'événement historique inévitable pour les Haïtiens? Le séisme n'est pas du tout traité comme inévitable dans le roman, pour la simple raison que ça ne prend pas une large part, premièrement, et c'est traité, à mon sens, hein, de manière très dérivée sur le caractère du personnage belliqueuse Luis. Il est même presque dit que c'est l'état d'esprit de Belli qui aurait fait secouer la terre, quelque chose de cet ordre-là. Mais il se trouve que les personnages grandissent et traversent la période 2010. Pour avoir vécu le séisme moi-même à Port-au-Prince, je ne sais pas si un jour je pourrais parler de cette année 2010 sans signaler le fait qu'il y avait eu un chamboulement. Chamboulement qui aurait pu être d'autres ordres, mais il se trouve que c'est de l'ordre sismique, de l'ordre d'événements naturels, mais qui a causé autant de dégâts parce que, bien sûr, on n'est pas assez préparé pour ce genre d'événement-là. Donc, il y va de moi comme pour les personnages. Je ne sais pas si un personnage de moi qui, traversant l'année 2010, peut la traverser sans au moins signaler dans sa vie cette affaire, cet événement. Vous savez, pour le dire autrement et peut-être plus simplement, ce qui est terrible dans un séisme, c'est qu'il nous laisse désolés, dans le sens le plus littéral du terme. On n'a plus de sol sous nos pieds. Quand on est désolé, quand on n'a plus de sol sous nos pieds, on se rend compte que ce qui est le plus évident, c'est-à-dire la terre ferme sous nos pieds, n'est pas si évident que ça. Et après avoir vécu ça, indépendamment des catastrophes, de deuil, etc., après avoir vécu ça, on peut difficilement ne pas en parler. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, Néhémie Pierre Dahomey. Je rappelle votre premier roman qui s'appelle Rapatrié au Seuil, dont on a parlé dans En attendant Nado. Et on peut retrouver la suite de nos entretiens sur Mediapart et sur En attendant Nado, à la fois nos articles, nos recensions de livres, de spectacles, de films. Il y a un article encore en ligne et qui va rester dans nos archives, évidemment, sur Rapatrié. Je le disais tout à l'heure, il y a un article à venir sur Jacques-Stéphane Alexis de votre part. Merci à tous, à bientôt.